Ce programme vous est offert par Illico Cash. La trêve humanitaire prolongée de 15 jours par les États-Unis est diversement appréciée par la population. Si pour certains, elle n'a pas permis d'acheminer l'aide humanitaire, pour d'autres, sa violation par les M23 remet en question ses objectifs. La RDC importe son énergie électrique de plusieurs pays étrangers dont la Zambie et le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine, révélation faite par les ministres des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba. Suspension pour une durée de 12 mois de l'importation des bières et boissons gazeuses, décision annoncée par le ministre du Commerce extérieur. Selon lui, c'est pour promouvoir l'industrie locale et limiter le coût de l'importation. Analyse à suivre dans ce journal avec un expert économique. Et puis une panne informatique géante perturbe fortement les transports et services du monde. Plusieurs entreprises du monde, justement, sont actuellement paralysées. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Arrivé à terme ce 19 juillet, la trêve humanitaire a été prolongée de 15 jours par les États-Unis, mais seulement l'affaire fait déjà polémique dans l'opinion au regard de l'absence de l'aide humanitaire chez les déplacés et des multiples violations enregistrées. Pour la société civile du Nord Kivu, cette prolongation devrait plutôt être une occasion pour Washington d'ordonner au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais. La trêve humanitaire demandée par les États-Unis d'Amérique a été prolongée de 15 jours, en dépit des multiples violations par la coalition RDF M23. Et avant que les humanitaires et les gouvernements, le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire n'aient eu le temps d'entrer en action pour secourir les millions de déplacés recensés dans la région. Au lieu des secours vantés, ce sont des véhicules de transport des troupes rwandaises que l'on a vu sillonner la région selon la société civile locale. Avant l'expiration de la première trêve humanitaire, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana Nathalie, était au four et au moulin, en train d'évaluer les besoins et difficultés de sa mise en œuvre. C'est ainsi qu'elle a réussi successivement à réunir tour à tour les équipes humanitaires pays, dont OCHA, les ONG, la Banque africaine de développement, l'ambassadeur plénipotentiaire de la Chine en République démocratique du Congo. Tous sont parvenus à ressortir plusieurs évaluations, à savoir des besoins en sécurité alimentaire, donc la nourriture, des besoins également en eau, hygiène et assainissement, des besoins en abri, mais également de l'assistance en protection. Il y a aussi la question des violences basées sur les genres. Parce que du fait des mouvements des populations, il y a des personnes qui sont victimes des violences sexuelles. Il faut vraiment leur apporter assistance, explique Aziza Mounana, à chaque fois qu'elle recevait ses hôtes, qui a aussi insisté que cette prolongation devra permettre au gouvernement de la RDC par son ministère d'acheminer les besoins aux sinistrés dans le tout prochain jour. Alors que la République démocratique du Congo sollicite une aide appuyée de la MONUSCO sur la force de la SADC engagée contre l'envahisseur rwandais, Washington s'y est opposé sous prétexte qu'un tel soutien pourrait compromettre une solution politique à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur terrain, la société civile demande aux USA de faire pression au Rwanda afin que ce dernier retire ses troupes sur le sol congolais. En bref et en images, au moins 10 personnes ont perdu la vie dans une double attaque attribuée aux rebelles ADF à Kazaroo et Molisso, deux villages du secteur de Benimbaou au Nord Kivu. Des dégâts matériels ont été également enregistrés lors de ces attaques. La société civile qui déplore cette situation parle encore d'un bilan provisoire. La République démocratique du Congo importe son énergie électrique de plusieurs pays étrangers, dont la Zambie, le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. Révélation faite par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Teddy Luamba. C'était lors du briefing hebdomadaire qu'il a animé conjointement avec son collègue de la communication et médias. C'était une première sortie médiatique du ministre Teddy Luamba des Ressources hydrauliques et électricité.
Face à lui, les hommes des médias et le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui se sont prêtés à l'exercice des questions-réponses. Au menu, les priorités du gouvernement en matière d'eau et d'électricité en République démocratique du Congo. Dans son exposé clair et détaillé, le ministre Lwamba a commencé par dresser un état des lieux du secteur, relevant que la capacité installée en électricité est d'environ 2800 MW, dont 2100 MW seulement sont disponibles, une situation dramatique. Il a également mis en évidence des lacunes en matière de planification et a détaillé les outils de travail que son ministère est en train de mettre en place, notamment la politique sectorielle, un plan énergétique, une feuille de route et des réformes du cadre légal. Aujourd'hui, nous n'exportons rien. Et pourtant, nous importons. La Zambie d'hier, qui recevait l'électricité de chez nous, nous recevons 250 MW. Je l'ai dit ici, peut-être vous n'avez pas tiré attention. Mais aujourd'hui, nous n'exportons rien et nous sommes plutôt, aujourd'hui, recherchés de partout, si je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, la Zambie injecte 250 MW. Le poste de Bouandanda qui sera lancé au niveau de Goma va permettre, avec la ligne NELSAP, en contact avec le Kenya et l'Éthiopie, on recevra très bientôt environ 50 à 100 MW qui viendra de l'Éthiopie jusqu'ici. Le ministre a également abordé les problèmes d'acquisition et d'octroi des titres qui ralentissent les développements de nouveaux projets. Pour y remédier, il a annoncé un plan agressif visant à développer 9 sites supplémentaires pour produire 2500 MW. Concernant les secteurs de l'eau, le ministre a indiqué qu'il y a actuellement 1,3 million de mètres cubes disponibles, alors que les besoins sont de 3,5 millions de mètres cubes par jour. Des mesures sont prises pour sécuriser les sites de captage d'eau et développer la chaîne des valeurs autour de l'eau et de l'électricité. Le ministre a conclu en affirmant que ces réformes et investissements permettent de redynamiser les secteurs de l'eau et de l'électricité en République démocratique du Congo. Et puis sachez que les bières et les boissons gazeuses n'entreront plus sur le sol congolais pendant une durée de 12 mois. La décision a été prise par les ministres du Commerce extérieur, Julien Paluku. Selon lui, c'est pour promouvoir l'industrie locale et limiter le coût de l'importation. Mais quelles sont les implications directes de cette mesure? Quel impact aura-t-elle sur la vie économique du pays? Je vous propose d'écouter à ce propos l'expert économique Alain Bouloudjoa. Est-ce que le gouvernement peut-il nous rassurer d'avoir la maîtrise, n'est-ce pas, de la demande réelle au niveau national? Est-ce que le gouvernement a-t-il la maîtrise du volume de production au niveau local? Est-ce que le gouvernement a-t-il la maîtrise de la quantité importée par an, justement pour que nous arrivions à rationaliser le raisonnement? Est-ce que le gouvernement a-t-il la maîtrise du niveau ou sinon de la valeur ajoutée apportée dans la production et même dans l'importation pour que nous sachions si effectivement la décision pouvait être justifiée? Parce que ce sont là les éléments essentiels qui peuvent justifier ou non la décision d'interdiction de l'importation ou non. Il faudrait d'abord que l'on ait la maîtrise de la quantité désirée ou demandée au niveau local. En ce moment-là, lorsqu'on prend la décision, on pourrait éventuellement la justifier. Parce que si on interdit les importations et que le volume de production locale ne répond pas, n'arrive pas à éponger la demande locale, naturellement, ça crée une situation de déséquilibre et cela aura des effets sur le prix. Parce que lorsque la quantité d'un bien diminue alors que la demande ne diminue pas, ça aura une incidence sur le prix. Donc, on ne doit pas prendre des décisions à la va-vite sans pour autant maîtriser toutes les variables explicatives, tous les paramètres essentiels. On doit maîtriser la demande réelle, on doit avoir une idée, n'est-ce pas, sur la production locale, on doit avoir une idée sur la quantité importée, on doit avoir une idée sur la valeur ajoutée de la production et même de l'importation. En ces moments-là, on prendrait des décisions rationnelles.
Et puis le parc national de Kahuzi-Biega, un site du patrimoine mondial reconnu pour sa riche biodiversité, a été au centre des discussions lors de la réunion du comité de coordination technique du consortium Ushikiri tenu à Bukavu, organisé sous l'égide de Jane Good Day Institute et en collaboration avec la direction provinciale de l'ICCN. Cette rencontre visait justement à trouver des pistes et des solutions durables du PNKB. Le parc national des Kahuzi-Biega PNKB, essentiel pour ses services écosystémiques, fait face à de nombreuses oppressions anthropiques telles que la déforestation, l'exploitation minière, le braconnage et l'agriculture. Ces activités menacent l'intégrité du parc et pourraient entraîner son déclin. Les experts de la conservation de la biodiversité présents à cette rencontre ont souligné les conséquences graves de ces pressions, notamment l'insécurité due à l'occupation par des tiers, la perte des grands singes et leur habitat, les tarissements des affluents alimentant le lac Kivu et les conflits intercommunautaires. Face à cette situation alarmante, le comité de coordination technique a formulé plusieurs recommandations au gouvernement provincial d'abord, notamment d'intégrer la direction provinciale de l'ICCN au Sud Kivu dans le conseil provincial de sécurité. À l'ICCN de renforcer son leadership dans la surveillance du PNKB. Au comité local de dénoncer tout mouvement suspect à l'intérieur et autour du PNKB et au consortium Ushirika de traiter les résolutions issues de la réunion lors du comité d'honneur à Kinshasa. Renforcer la collaboration entre l'ICCN et les FARDC pour la sécurisation des zones contiguës au PNKB et veiller à la rotation des troupes pour éviter la coutumisation des acteurs. Appuyer effectivement l'ICCN dans sa mission de conservation de la nature, spécialement dans la sécurisation du PNKB. Intensifier les renseignements dans et autour du PNKB. Accélérer le processus de la signature de l'arrêté portant interdiction d'exploitation et de commercialisation des ressources naturelles issues du PNKB. Il a été convenu l'impérieuse nécessité de mettre en place une plateforme de collaboration entre les différents services en charge de l'application de la loi relative à la conservation de la nature. Les participants se sont engagés à suivre les recommandations et à discuter de mesures avec les autorités nationales. La réunion s'est déroulée dans un esprit de cordialité et de responsabilité, reflétant l'urgence et l'importance de la conservation du PNKB pour les biens de l'humanité entière. La 7e édition du Trophée Congo a vécu à Kinshasa. À cette occasion, une cérémonie a été organisée à l'hôtel Sultani. La remise de ce trophée vise à récompenser chaque année les hommes et les femmes ressortissants du Congo central qui se sont distingués dans leurs domaines respectifs. Les détails dans cet élément. Placée sous le signe de développement de la communauté, la 7e édition du Trophée Congo a vécu à Kinshasa. C'était au cours d'une soirée de gala organisée à l'hôtel Sultani. Une cérémonie prestigieuse qui récompense chaque année les hommes et les femmes qui se sont distingués dans leurs domaines respectifs, comme nous l'explique le coordonnateur de cette structure, Papinzinga Mananga. Avec les nouvelles élections, on voulait rassembler les esprits, rassembler les valeurs, afin que nous puissions booster l'économie, booster l'esprit d'ensemble, booster l'esprit d'amour, afin que nous puissions bâtir ensemble notre belle province. Les invités présents à cette cérémonie ont pu profiter d'un dîner gastronomique, d'un spectacle musical de haute qualité et de la remise de prix aux lauréats. Plusieurs personnalités se sont vues attribuer ce trophée, tels que des ministres, des patrons des médias et autres, en guise d'encouragement pour le travail abattu. Ces derniers n'ont pas manqué de mots. Je ne peux que dire merci à cette reconnaissance. Et au-delà du merci, je ne peux que rester reconnaissant à ma base naturelle de Kassangoulou. Notons que depuis sa création en 2016, le Trophée Congo a su s'imposer comme un événement incontournable. Le Trophée Congo est décerné dans une multitude de catégories allant de l'entrepreneuriat à la culture en passant par le sport et la politique. Cette diversité permet de mettre en lumière la richesse et la variété de talents congolais.
Rappelons que la soirée de gala, la 7e édition du Trophée Congo, a été agrémentée des performances artistiques, des discours inspirants et de moments de convivialité. Les invités ont échangé et célébré dans une ambiance festive et élégante. L'anarchie s'installe à Kibumba, quartier populaire de Kinshasa. Insécurité, spoliation d'écoles et tant d'autres mots caractérisent le quotidien de la population. Paki Nganini, après avoir consulté la population, s'est rendu auprès du procureur de la République près le parquet des grandes instances de Njili pour soumettre ce dossier. Les problèmes ne sont plus à compter pour la population de Kibumba. Insécurité, érosion et même des spoliations des écoles sont dénoncés de manière récurrente dans ce quartier à Kinshasa. Le cas le plus récent, c'est l'école primaire Molokai, école conventionnée catholique où les enfants n'ont déjà plus droit à des installations hygiéniques parce que victimes de spoliation. En vacances parlementaires, les députés Pakis Nganini, qui a récolté les doléances de la population, s'est rendu au parquet de grande instance de Njili pour soumettre ce dossier au procureur de la République. Et ces cris d'alarme ne pouvaient pas nous laisser indifférents. C'est la raison pour laquelle nous avons intervenu en saisissant d'abord le procureur de la République, très intentionné, et il a pris des dispositions utiles. Je pense que, sauf imprévu, demain déjà les travaux seront suspendus. Pakis Nganini, confiant dans sa démarche, croit en la justice du pays, surtout que les secteurs touchés et nul autre qu'un des piliers les plus importants de la gouvernance du président Félix Tshisekedi, l'éducation. C'est pour assurer leur avenir. Et lorsque nous sommes en face de cette situation que le chef de l'État condamne énergétiquement, parce que l'éducation, c'est son cheval de bataille en termes de son programme. Lorsque vous allez remarquer que le 6 piliers du président de la République a pour fondement, entre autres, l'éducation. Cadre de la formation politique à ABG, cher à l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, aujourd'hui vice-premier ministre du plan, Dylan Yembo, Pakis Nganini s'est fait accompagner des nombreux militants lors de ses descentes. En bref et en images, il est annoncé au sommaire, vendredi 19 juillet, une panne informatique mondiale a perturbé des très nombreux réseaux de transport à travers le monde, notamment les aéroports aux États-Unis, par exemple. Les principales compagnies aériennes ont annulé tous leurs vols, tout comme au Royaume-Uni, où la plus grande compagnie ferroviaire britannique a annoncé que les trajets pouvaient être annulés. En Inde, des grosses perturbations ont été annoncées et d'autres pays et secteurs sont également touchés, notamment des services d'urgence. Donald Trump a officiellement été investi jeudi par le Parti républicain en vue de l'élection présidentielle américaine. Il a prononcé son premier discours depuis la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet. Ce soir, avec foi et dévouement, j'accepte fièrement votre investiture pour la présidence des États-Unis, a-t-il lancé lors de la convention républicaine des Milwaukee. Pendant 1h30, l'ancien président, arborant un pansement à l'oreille droite, est revenu sur la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet 5 jours auparavant. Après avoir failli perdre la vie dans un meeting de campagne, Donald Trump est revenu en détail sur la tentative d'assassinat à laquelle il a échappé des justesses, s'évantant d'avoir Dieu à ses côtés. Donald Trump a aussi témoigné son admiration pour le comportement de ses supporters présents lors de son meeting à Butler, en Pennsylvanie, qui n'ont pas provoqué des mouvements de foule au moment où les balles fusaient. L'ancien président a d'abord montré un ton apaisé, disant notamment qu'il s'est présenté pour être le président de toute l'Amérique, pas de la moitié, mais il a très vite renoué avec un discours agressif, multipliant les attaques à l'encontre des démocrates, de la justice ou des médias. Il se présente comme celui qui va sauver la démocratie et promet qu'il allait mettre en place 2 mesures dès le jour de son inauguration s'il était de nouveau élu président des États-Unis. Forer à tout va et fermer la frontière. Sur le premier point, le mania de l'immobilier a fustigé l'arnaque que représente les Green New Deal de Joe Biden et réaffirmé sa volonté de reprendre massivement la production d'énergie fossile. Le candidat républicain a une nouvelle fois affirmé que l'invasion russe en Ukraine et la guerre entre les Hamas et Israël n'auraient pas eu lieu s'il était encore aux commandes. Donald Trump s'est dépeint en dirigeant à la stature internationale, capable de mettre fin au conflit dans le monde avec un coup de téléphone, en rappelant son entente avec les dictateurs nord-coréens Kim Jong-un, en affirmant qu'il manquait certainement à ce dernier. On va prendre les rappels des titres à présent.
La trêve humanitaire prolongée de 15 jours par les États-Unis est diversement appréciée par la population. Pour certains, elle n'a pas permis d'acheminer l'aide humanitaire. Pour d'autres, sa violation par les M23 remet en question ses objectifs. La RDC importe son énergie électrique de plusieurs pays étrangers, dont la Zambie, le Congo-Brazzaville et la République centrafricaine. Révélation faite par les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba. Suspension pour une durée de 12 mois de l'importation des bières et boissons gazeuses. Décision annoncée par les ministres du Commerce extérieur. Selon lui, c'est pour promouvoir l'industrie locale et limiter le coût de l'importation. Une panne informatique géante perturbe fortement les transports et services du monde. Plusieurs entreprises du monde sont actuellement paralysées. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Joël Isselona qui me rejoint sur ce plateau et à qui je dis bonjour et bienvenue, madame. Bonjour Christa Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors, face à une délégation du Congrès américain, Vital Kamerhe insiste sur le retrait des soldats rwandais et ougandais. Alors, c'est ce que nous pouvons lire sur mediacongo.net, Christian. Ces médias en ligne qui s'est intéressé à la situation sécuritaire dans l'est du pays précisent que face à la délégation du Congrès américain à la collecte des informations pour une solution durable à la paix à l'est de la RDC, Vital Kamerhe a insisté sur le retrait des soldats rwandais et ougandais. Et pendant ce temps, on note l'agence congolaise de presse ACP en abrégé. Les États-Unis d'Amérique ont obtenu jusqu'au 3 août 2024 la prolongation de la trêve humanitaire dans l'est de la RDC et titre RDC-Rwanda. Les États-Unis obtiennent une prolongation de la trêve humanitaire dans l'Est. C'est justement dans le but de garantir l'assistance humanitaire aux populations vulnérables, selon un communiqué en leur possession. Et Christian, toujours dans le même registre du prolongement de la trêve humanitaire dans l'Est de la RDC, le journal Le Maximum, quant à lui, pointe sur sa manchette une trêve tactique, pas humanitaire pour ce quotidien. C'était trop beau pour être vrai. La RDC a été prise dans un piège tactique des envahisseurs rwandais et leur supplétif au Kivu. La trêve surprise annoncée, grand effort et de publicité par les États-Unis le 5 juillet 2024, qui devrait s'étendre sur 14 jours, n'a pas tardé à être violée par la coalition RDF M23 avant que les humanitaires n'aient eu le temps d'entrer en action pour secourir les millions de déplacés recensés dans la région. Christian, ce journal renchérit en rapportant qu'au lieu de secours vantés, ce sont les véhicules transportant des troupes rwandaises que l'on a vu sillonner la région, selon la société civile locale. Et puis, réunion du comité de conjoncture économique, des mesures arrêtées pour intensifier la stabilité du franc congolais. Radio Okapi.net rapporte que la réunion de comité de conjoncture économique tenue hier jeudi a annoncé la relance de certains projets phares du gouvernement, notamment le programme de développement local de 145 territoires. Selon ce média onusien, le comité a également mis en place des mécanismes contre la fraude minière et pétrolière pour maximiser les recettes de l'État. Et au cours de cette même réunion, renchérie 7sur7.cd. Une attention particulière a également été portée sur la régulation de dépenses publiques afin de garantir l'exécution des dépenses prioritaires sans perturber le marché de change ni provoquer la dépréciation de la monnaie nationale. Et depuis son entrée en fonction, écrit rtnc.cd, le gouvernement souminois multiplie des efforts pour à la fois limiter l'augmentation des dépenses en priorisant les essentiels et éponger un peu plus les liquidités excédentaires du côté de la Banque centrale du Congo. Et puis pour terminer, Joël, convaincant, Teddy Luamba
réussi son grand oral. Alors, pour son premier grand oral devant le traditionnel briefing de la presse qu'anime le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, sur la chaîne nationale, rapporte Econews. Ces médias indiquent dans ses colonnes intérieures que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luabamouba, a convaincu en déclinant dans des termes clairs et sans équivoque les priorités du gouvernement en matière des dessertes en eau et de fourniture en électricité en RDC. Sans verser dans la démagogie, il s'est voulu plutôt pragmatique, soulignant que, limité par ses moyens, le seul moyen d'accroître les investissements dans le secteur de l'eau et de l'électricité est de privilégier le partenariat public-privé. Et toujours dans ce même registre, le journal La Une titre jadis exportatrice de courant électrique, la RDC importe de l'énergie électrique des pays étrangers, révèle le ministre Teddy Luaba. Pour ce média, la RDC, jadis exportatrice des énergies électriques vers d'autres pays d'Afrique, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Si à l'époque la production d'électricité suffisait à répondre aux besoins du pays, actuellement elle n'arrive plus à subvenir à ses besoins, ce qui pousse à importer cette denrée de plusieurs de ses voisins. Voilà qui met fin, Christian Kalonji, à notre revue de presse ce jour. Je remercie de votre présentation, Joël Isselona. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.